Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je disais que c'était une des premières fois où on participe à des tables rondes où on est en avance le matin, donc ce qui explique notre léger retard, mais nous allons finir à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Roche, je suis le directeur général du BIEF, le Bureau international de l'édition française, une structure interprofessionnelle, un organisme parapublic qui aide les éditeurs à se développer à l'international, majoritairement de trois manières. La première, c'est que nous organisons le stand français lors des grands événements internationaux. Nous organisons beaucoup de rencontres en France et à l'étranger entre les éditeurs français et les éditeurs étrangers, et nous produisons beaucoup de documentation à l'usage de l'ensemble des professionnels, qu'ils soient éditeurs, responsables export, responsables de droit. Mais nous allons parler de chacune de ces catégories dans quelques instants. Un petit point logistique, Bernard Friot, qui doit être des nôtres, a lui-même un train qui est un petit peu en retard, donc il devrait peut-être nous rejoindre d'ici quelques minutes, et je le présenterai à son arrivée. Avant de présenter nos intervenantes, du coup, un petit mot sur ce marché du livre français à l'international. C'est pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, même s'il y a beaucoup de professionnels dans la salle ce matin, c'est un marché qui est mal connu et des professions qui sont très mal connues, qui sont pas ou peu abordées dans les cursus de formation des professionnels, malheureusement. Pourtant, l'international pour les éditeurs, c'est un secteur absolument essentiel, et les Français tirent assez bien leur épingle du jeu, puisque les livres en langue française sont les deuxièmes les plus traduits dans le monde, après l'anglais, et d'assez loin. C'est donc économiquement pour les maisons d'édition quelque chose de très important. Et si c'est important pour les maisons d'édition, c'est évidemment très important pour les auteurs. C'est important parce que leurs œuvres voyagent. C'est aussi important en termes économiques, puisque l'exploitation de leurs œuvres à l'étranger participe directement de leur rémunération, de leur pouvoir d'achat. Et on le sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions entre les éditeurs et les auteurs sur ce sujet. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Alors, je vais présenter les intervenantes qui sont actuellement sur le plateau. À ma gauche, Laura Kariotov de l'agence Lester. Bonjour. Laurence Leclerc du groupe Delcourt, qui est responsable des sessions de droit BD Jeunesse du groupe Delcourt, et Isabelle Darty, qui est responsable des sessions de droit au sein du groupe École des loisirs. Bonjour. Alors, et Bernard arrive, et je crois qu'on peut lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Bernard. Désolé pour ce retard imprévu. On est toujours trahi par la technique. Bernard, je vais essayer de vous présenter sans prendre trop de temps pour le faire, mais on aura l'occasion de revenir vers vous pour voir l'étendue de vos fonctions, la palette que vous exercez à l'international, puisque vous êtes un auteur bien connu, et notamment évidemment dans l'édition jeunesse. Vous avez publié des dizaines de livres, aussi bien chez Milan, chez Gallimard Jeunesse et chez Thierry Magnier, aux éditions de La Martinière. Vous avez publié des dizaines de livres, et vous êtes aussi traducteur, notamment depuis l'italien et l'allemand. Et puis, vous avez aussi occupé des fonctions qui nous intéressent. On va y revenir dans quelques instants, puisque vous êtes occupé du bureau du livre en Allemagne.
Alors, je vais peut-être céder la parole pour commencer à Isabelle Darty du groupe École des loisirs pour qu'elle nous dise un tout petit peu plus ce qu'elle fait, quelles sont ses fonctions, l'étendue de ses responsabilités. Et puis, après avoir présenté l'ensemble des intervenants de cette manière, on va peut-être revenir sur l'ensemble des métiers qui composent cette chaîne du livre à l'international, encore une fois très mal connue. Isabelle ? Merci. Donc je suis Isabelle Darty, je m'occupe des droits... Ah, faut pas que je sois trop près, c'est ça ? Je m'occupe des droits internationaux à l'École des loisirs pour toutes les marques du groupe, avec une équipe de 4 personnes. On a réparti... Je vais essayer de m'éloigner. On a réparti le travail en zones linguistiques et géographiques. Et on a une collègue qui s'occupe... donc on s'occupe de tous les catalogues de la maison. Et une collègue s'occupe, elle, uniquement du catalogue de la marque Pastel en Belgique. Voilà. Et mon métier, comme mes collègues, de défendre les droits, les livres publiés par la maison, sur les foires internationales, dans tous les rendez-vous du livre. Ça peut être en France, ça peut être à l'étranger. Voilà. Laurence ? Bonjour à toutes et à tous. Tout fonctionne. Et donc effectivement, je suis Laurence Leclerc. Je dirige le service des droits du groupe Delcourt. Au sein du groupe Delcourt, ce sont les éditions Delcourt, les éditions Soleil, des labels de littérature désormais, littérature étrangère avec Les Avrils. J'ai dit littérature étrangère avec La Croisée, littérature française, pardonnez-moi, avec Les Avrils, et de la narrative non-fiction avec Marchiali. Nous venons de lancer un label de littérature jeunesse qui s'appelle Sans dessus-dessous. Nous avons la chance, avec le service que je dirige, d'accompagner l'ensemble de ces maisons, de ces labels, de ces marques. C'est une équipe composée aujourd'hui de 8 personnes, sachant que nous accompagnons l'ensemble des droits. Les droits étrangers, dont nous parlerons spécifiquement aujourd'hui, donc l'international, les droits dérivés, les droits France, les droits audiovisuels et le spectacle vivant. Spécifiquement pour l'international et pour l'ensemble de ces marques, nous sommes 4 au sein de ce service à accompagner les droits étrangers. Merci Laurence. On le voit, vous parlez des services de droits étrangers, mais le livre français à l'international, le livre à l'international, c'est beaucoup de professions qui sont rassemblées pour que tout ça fonctionne. Les responsables de droits étrangers, bien sûr, qui travaillent au sein des maisons elles-mêmes, les agents d'éditeurs, des agents littéraires, des scouts, des responsables export, puisque le livre français international, c'est aussi des livres produits en France et envoyés à l'étranger, des représentants export, bien sûr, des représentants, des responsables de bureaux du livre, des instituts français, et puis un certain nombre d'opérateurs, d'institutionnels, comme l'Institut français, le CNL, le BIEF, bien sûr, la SELF ou la SOFIA, beaucoup d'acronymes, on le voit, et un écosystème qui fonctionne bien. Laura Kariotov, toi tu représentes justement un de ces autres acteurs, les agents d'éditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Bonjour à tous et toutes. Donc moi, je suis ce qu'on appelle un agent d'éditeur, ou on dit aussi co-agent ou sous-agent. Alors ça peut paraître un peu des terminologies particulières. Je m'occupe de territoires dédiés. Isabelle citait des découpages en territoires, et c'est vrai qu'il y a des agences qui peuvent s'occuper du monde entier, mais la mienne s'occupe spécifiquement des pays de l'Est. Donc je travaille avec un grand nombre de maisons d'édition françaises dans tous les domaines, mais aussi et particulièrement en jeunesse. Et donc mon travail, c'est de représenter et diffuser et faire voyager ces catalogues pour intéresser des professionnels du livre étrangers en Europe de l'Est en vue de traduction et cession pour que ces livres puissent exister sur d'autres territoires et être lus par des locuteurs de ces territoires. Voilà. Merci Laura. Bernard, c'est à vous maintenant. Bernard, vous avez donc ces autres casquettes qui nous intéressent aujourd'hui. Vous êtes un peu notre grand témoin, puisque on parle de tout cet écosystème qui est au service des auteurs et des illustrateurs. Vous êtes un de ces auteurs, et un de ces auteurs bien connus et bien traduits à l'étranger.
Quel est votre premier regard sur cette chaîne du livre à l'international? Alors bizarrement, moi j'ai commencé et par la traduction et par l'écriture par hasard et en même temps. Tout simplement parce que j'habitais l'Allemagne et que j'avais appris l'allemand, j'étais déjà adulte, et que j'avais découvert la littérature de jeunesse allemande, parce que c'est aussi un outil formidable pour apprendre une langue et j'allais dire surtout une société. Et voilà, j'ai conseillé des livres à un éditeur, l'École des loisirs. Et je résume parce que l'histoire était assez longue, mais voilà. Et puis il m'a dit, il y a des livres qui me semblent intéressants, est-ce que vous voulez le traduire? Voilà. Et puis j'ai continué en fait ce rôle d'informateur. Il y a autant de traducteurs que de personnes. Traducteur est un métier, mais avant tout une activité. Et selon les langues que l'on traduit, si on traduit des langues, j'allais dire en dehors de l'anglais, on ne se contente pas de traduire, de recevoir des demandes de traduction, mais aussi on fait un travail d'exploration et d'information auprès des éditeurs. Il doit se créer une relation de confiance avec les éditeurs et on les informe. Et puis j'ai travaillé pendant 4 ans dans un organisme qui n'existe plus, qui s'appelait le Bureau du livre de jeunesse à Francfort et qui était chargé de la promotion des livres de jeunesse spécifiquement en Allemagne. Il existe encore dans les ambassades des bureaux du livre mais qui ont des fonctions un petit peu plus étroites. Et donc j'ai pu me réfléchir sur les obstacles à la diffusion du livre. Peut-être qu'on en reparlera parce que c'est des obstacles économiques, mais c'est avant tout des obstacles culturels, c'est des obstacles liés à la langue. Mais il faut savoir que chaque société a un rapport propre à la lecture. Chaque littérature de jeunesse est structurée de manière très différente et c'est pas toujours facile de passer d'un livre d'un pays à l'autre. En dehors, j'allais dire, de la culture anglo-américaine qui est très généralisée, qui est très connue et pour lequel l'accès au marché est plus facile. Mais j'allais dire que ces difficultés, elles rendent ce travail de médiation, de transmission, de passage encore plus intéressant. Voilà, parce qu'elle aide à connaître à fond les diverses cultures et en retour, elle aide à comprendre aussi comment est structurée notre propre littérature pour la jeunesse, comment elle fonctionne, comment on lit en France. On ne lit pas en France comme en Allemagne, par exemple. Et aussi les thématiques, voilà, l'ensemble, la littérature de jeunesse, il ne faut pas l'oublier, c'est le miroir vraiment de la société au sens le plus général, parce que ça concerne tous les enfants à travers l'école, et ça concerne aussi tous les adultes, parce qu'on est formé, sans le savoir, par la littérature pour la jeunesse. Je veux dire, tous les écrivains pour adultes, ils ont été formés à travers les livres qu'ils ont lus pendant leur enfance. Et c'est, selon moi, un outil indispensable pour comprendre une culture. Merci. Je le disais, le français à l'international, le livre français international s'exporte bien, enfin se vend bien. Sur les 12 500 contrats à peu près conclus par les éditeurs français l'année dernière, plus de 3 300 sont des livres de jeunesse, ce qui montre le poids de la jeunesse et de la bande dessinée aussi dans ce livre français à l'international. Isabelle, est-ce que tu dirais que c'est facile de vendre du livre français à l'étranger ? Non, oui. Il y a plein de réponses, mais c'est vraiment intéressant parce que déjà, on a quand même une très belle réputation. On a un marché qui est, on le sait, qui est un très beau marché avec un réseau de librairies incroyable, des médiathèques, des bibliothèques. Enfin,
voilà, c'est un marché très privilégié et on s'en rend compte d'autant plus quand on est confronté à l'autre, aux autres pays, à l'international. Parfois, on a l'impression de vivre dans un Eldorado parce que des gens vous regardent avec des yeux genre « Waouh, ça a l'air tellement bien chez vous ». Donc ça, c'est un atout pour vendre. Après, on a aussi très vite des clichés, on paraît très téméraire. On a beaucoup de clients qui nous disent « Oh là là, vous avez de la chance de pouvoir publier ça, mais chez nous, non, ça ne serait pas possible. » Non, je suppose que vous aussi, hein, toutes les... Justement, sur ce qu'évoquait Bernard et ce que tu évoques là à l'instant, pour des questions culturelles, pour des questions politiques, il n'est pas possible de tout vendre à l'étranger. Comment est-ce que vous vous y prenez pratiquement au sein de vos maisons pour proposer aux éditeurs étrangers des livres qui, a priori, ne vont pas leur poser problème, si on peut poser la question ainsi? Alors, j'essaie de ne pas faire de tri, parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher. On a aussi des a priori, nous on se dit ah non mais ça c'est impossible, personne n'en voudra. Et puis on a des belles surprises, parfois on en parlait ensemble en préparant cette rencontre, parfois on a des titres qui paraissent très très franco-français et qui vont passer plein de frontières. Et puis on a des auteurs qui sont a priori des stars chez nous et on se dit bah oui lui forcément, et ben non lui forcément pas. Donc il y a vraiment... Mais c'est aussi le reflet, tu parlais de culture, et ça, c'est une des choses les plus intéressantes et les plus complexes de notre métier, c'est d'arriver à sentir ce qui va pouvoir marcher là et pas là. Et... En fait, on est des passeurs, donc notre rôle essentiel, c'est de parler des livres et de les conseiller, et puis après, ils font leur chemin. Laurence, tu as même avis sur le sujet ? Oui, j'ai tout à fait le même avis. Il s'agit d'interculturel. On a la chance de défendre et de promouvoir donc nos auteurs, nos ouvrages, des univers entiers auprès de pays et donc de cultures tellement différents que ça nous permet toujours d'être sûr qu'on va convaincre un interlocuteur. Là, je reviens à ce qu'évoquait Isabelle sur l'écosystème de la littérature jeunesse en France, qui est d'une richesse incroyable, qui est enviée, réputée, et qui fait également que, en fonction de nos interlocuteurs étrangers, des territoires, certains disent « Ah, mais ça, c'est beaucoup trop pointu, c'est trop concept, c'est trop intellectuel. » C'est des choses qui peuvent être reprochées à la littérature jeunesse française, mais qui permettent également que nous parvenions toujours à convaincre. Il y a toujours un style graphique, une chromie qui va convaincre certains interlocuteurs, et d'autres vont être plus réfractaires. Moi, avec mes collaborateurs, exactement comme Isabelle, on ne s'interdit rien, mais on est plus vigilant, c'est-à-dire que certaines thématiques vont être plus difficiles à aborder. Il y a eu en France, en Europe, une certaine libération sur les thématiques, sociales, sociétales. Là, je parle en jeunesse, au niveau de l'accompagnement de tout ce qui est... je vais parler de la pédophilie, des violences faites aux enfants. La littérature jeunesse a fait un certain nombre de productions sur ces sujets en France, et ce sont des thématiques pour d'autres pays, c'est encore beaucoup trop tôt. Voilà. Laura, je suis sûr que tu vas avoir plein de choses à dire, puisque l'agence Lester, son activité se concentre particulièrement sur l'Europe de l'Est. Comment est-ce que tu perçois la promotion d'un certain nombre de titres produits par l'édition française dans cette zone géographique ? Alors, je rejoins complètement mes collègues confrères sur ne jamais s'interdire des choses. Après, on est dans des métiers où on est là pour présenter des livres. Il y a une diversité formidable, notamment en jeunesse, parce que entre les styles graphiques, les thématiques abordées, la réputation ou pas des auteurs, défendre des nouvelles voix, il faut les canaliser et réussir à leur donner de la visibilité. Bien sûr, sur les pays de l'Est, et là je vais être forcée de faire une sorte d'amalgame, ce que d'habitude je ne fais pas, puisque les pays de l'Est sont très diversifiés et on ne peut pas
établir de corrélations entre la culture balte, par exemple, la culture des Balkans et l'Europe centrale, République tchèque, Hongrie, par exemple. Chaque pays a ses spécificités, même si ils sont quand même plus conservateurs, on va dire ça comme ça. Moi, en tant qu'agent, j'établis quand même un léger tri ou filtre. Je suis contrainte à ça parce que c'est ce qu'attendent mes clients éditeurs français, c'est que je fasse la promotion de choses qui ont le véritable potentiel de vente, sans jamais s'interdire de parler de choses, parce que, comme le disait Isabelle, on peut avoir des surprises formidables. J'ai eu il y a quelques années l'occasion de pouvoir céder les droits d'un album jeunesse qui parlait d'homoparentalité, et les droits étaient cédés en Ukraine, alors que c'est un pays qui est plutôt conservateur. On peut avoir plein de bonnes surprises, des jeunes maisons d'édition qui justement vont chercher dans les productions pointues, un peu avancées que peuvent produire notamment les auteurs et autrices et artistes en France, pour un petit peu ruer dans les brancards et proposer des choses qui n'existent pas encore sur leur marché. Donc on est un peu un pivot en tant que soit cessionnaire de droit, soit agent de cession de droit. Et je vais utiliser un gros mot, mais moi je me considère comme un algorithme humain. C'est-à-dire que on est là à l'écoute de ce que cherchent et de ce que veulent ou rêvent de publier les éditeurs à l'étranger. Les éditeurs sont des professionnels du livre, alors on est parfois dans un secteur où on est entre nous, mais pas du tout. Ils sont aussi à l'écoute de ce qu'attendent leurs lecteurs, leurs jeunes lecteurs, les familles, les parents. Et on est là pour les accompagner, on est là pour les guider. Il y a une multiplicité dans la production. Il faut savoir leur proposer des choses souvent sur un temps court. On aura l'occasion de vous parler de la manière dont concrètement on opère. Et c'est vrai que parfois il y a des choses qui ne passent pas, ou alors ils nous disent on n'est pas encore prêt, parce qu'ils vont nous dire qu'un style graphique est trop artistique. Ils adorent utiliser cet adjectif pour dire que ça passe pas. Non pas qu'ils soient contre, mais ils savent aussi, on est quand même dans un domaine, ne l'oublions pas, où il y a des retombées économiques, et il faut savoir si le livre va se vendre ou pas. Donc je parle un peu longtemps, mais c'est pour rejoindre tout ce que disaient les autres participants. On est dans une sorte de jeu d'équilibriste, et l'objectif c'est toujours de donner un maximum de visibilité aux livres, aux productions, et c'est ça qui fait la richesse, et de voir surtout la réception qu'il y a auprès de nos interlocuteurs étrangers qui souvent sont très au courant, ils ont des goûts très affûtés, parfois ils connaissent même mieux que nous-mêmes, le marché français étant un peu un joyau, je me permets de le dire. À l'international, on voit qu'il y a une touche française qui marche plutôt bien, et on est là pour l'accompagner et pour faire en sorte que ça se poursuive. Avant de rentrer dans le détail, la manière où vous opérez pour travailler, je voudrais peut-être qu'on arrive à expliquer à notre auditoire aujourd'hui comment votre travail se situe au sein d'une maison d'édition. Il semble que vous soyez un peu à la croisée de beaucoup de départements dans une maison, l'éditorial, le commercial. Comment expliqueriez-vous le positionnement des droits étrangers dans une maison d'édition, Isabelle ? Je vais faire une dédicace à mon responsable qui est là, mon directeur, qui m'a dit « Vous êtes une maison dans la maison ». Et c'est vrai, en fait, c'est un département qui est au cœur de... Enfin, qui n'est pas au cœur, mais qui va vraiment rencontrer tous les départements, aussi bien l'éditorial que le commercial, que la fabrication, que... J'oublie qui La presse, les salons, enfin, en fait, tous les départements, mais nous, on prend tout ça et puis on s'en occupe à l'étranger. Laurence, qu'est-ce que vous piochez dans chacun des secteurs ? Moi, j'ajouterais simplement, effectivement, qu'on est à la croisée des chemins de l'ensemble de ces services. On est informés, concernés très en amont, c'est-à-dire qu'au moment où les projets sont signés, où nous sommes censés évaluer justement le potentiel pour ces autres pays étrangers, pour l'interculturel, et en fonction déterminer si on va procéder à une cession de droit, si à contrario on va procéder à une co-impression.
On en parlera par la suite, possiblement. Mais là, c'est simplement aussi de répondre aux demandes de nos auteurs qui peuvent arriver au moment, non pas de la conception de leur ouvrage, mais de la définition d'un certain nombre de choses. Certains auteurs qui peuvent être déçus de ne pas être traduits quand c'est pour une question de couleur. J'en parlais tout à l'heure, ils peuvent nous dire bon, quelles sont les couleurs à éviter pour le marché chinois, par exemple, quand c'est vraiment un souhait profond de leur part. Donc ce sont également des échanges qu'on a au fil, non pas l'idée, c'est pas qu'ils se censurent, c'est effectivement de les accompagner quand question il y a au moment où le projet se dessine. Qui est partante pour faire la minute pédagogique pour expliquer ce qu'est la cession de droit par rapport à la coédition ou la coproduction? Celle-là. Allez, Isabelle. On va le faire en duo, mais alors tu parles de la différence entre coproduction et coédition. Alors, Cession de droit. Cession de droit. Ouais. Commençons. Alors, cession de droit, allez, plus simple. Bon, je dirais que la cession de droit, c'est simplement effectivement d'accompagner et de promouvoir nos ouvrages, de les défendre auprès d'un partenaire étranger, de négocier avec lui les conditions d'un contrat pour que cet ouvrage soit traduit et publié en langue étrangère. Là, on parle bien d'une cession de droit et d'un contrat qui va lier l'éditeur français, celui que nous représentons, et un éditeur étranger. Ensuite, on va parler de la coédition ou de la coimpression. Qu'est-ce que tu préfères faire? Vas-y, je ferai le dernier comme ça. Coimpression, ça, je fais coédition très très rarement. Coimpression, donc c'est négocier avec un éditeur étranger qui souhaite faire le titre, une impression en commun qui va nous permettre de baisser nos coûts de production, donc, en ayant un tirage plus important. Et en général, on sort conjointement ou à peu près l'album. J'aurais dû préciser qu'il s'agit essentiellement d'albums, de livres illustrés. On n'est pas dans la coimpression pour des romans, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, ce sont vraiment de baisser les coûts de fabrication qui sont élevés quand il s'agit de 4 couleurs ou plus. Il peut y avoir aussi... Pardon Isabelle, ça peut être aussi les livres sonores par exemple qui contiennent des puces et ça c'est assez onéreux à produire et donc ça peut permettre d'optimiser les coûts de production. Je dirais effectivement qu'il s'agit bien de tous ces livres qui ont des fabrications extrêmement spécifiques et qui méritent d'avoir des tirages bien supérieurs à 10 000, 20 000 exemplaires pour avoir effectivement un coût unitaire qui soit convenable, tant pour l'éditeur premier que pour les éditeurs étrangers qui aimeraient pouvoir s'associer à ces tirages. Peut-être on peut donner quelques chiffres. Ces co-impressions, on le sait par les chiffres réunis par le syndicat national d'édition, c'est à peu près 2000 coéditions l'année dernière, dont 1700 sont des titres jeunesse. Donc on voit bien que c'est une activité qui est propre aux livres jeunesse, qui touche aussi ce qu'on appelle les livres complexes, les pop-up ou des choses comme ça qui sont maintenant rarement ou plus du tout faites en France pour des raisons d'économie d'échelle. Ou même de compétences en fait. On n'a plus les compétences en France pour les produire. Donc, on a maintenant la différence entre les cessions de droit et ces co-impressions. C'est la coédition. C'est la coédition, effectivement, que nous ne pratiquons pas non plus au sein du groupe Delcourt, mais qu'il s'agit en fait que plusieurs éditeurs de plusieurs nationalités s'associent en termes de définition de projet pour convenir d'un projet qui a du sens, donc pour 5 ou 10 pays qui vont travailler ensemble à la définition, à la fabrication de ce projet et qui ont un intérêt commun. Je les résume. Là, tous les points éditoriaux sont discutés, quoi. Le contenu. C'est vraiment la définition du projet se fait entre plusieurs éditeurs de plusieurs nationalités et ils vont converger effectivement vers une direction qui est que cet ouvrage soit défini pour les besoins de chacun des marchés et qui vont déterminer ensemble vraiment la ligne éditoriale et le projet. Bernard, je reviens vers vous en tant qu'auteur. Vous avez fait des titres qui ont connu un énorme succès. De quelle manière est-ce que les auteurs sont associés à ces développements internationaux? Est-ce que vous êtes consultés pour les couvertures? On le voit qu'elles diffèrent beaucoup entre les couvertures originales de titres publiés en France ou pas. On est passé un petit peu vite sur un lapin, mais c'est pas grave. De quelle manière vous travaillez avec la maison d'édition sur ces sujets-là?
J'allais dire, c'est quand même assez rare. D'abord, on n'est pas toujours prévenu que le titre a été vendu. Moi, ça m'arrive de recevoir dans ma boîte aux lettres un de mes titres traduit dans une langue que je ne connais pas, et je ne savais pas que le contrat avait été signé. Ça arrive. C'est pas mauvaise volonté de la maison d'édition, mais voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de démarches administratives et qu'on n'a pas le temps de le faire, etc. Alors, on est consulté sur la traduction et sur le travail éditorial de la traduction que lorsqu'on connaît la langue d'arrivée et que lorsqu'on a des contacts personnels. Donc moi, ça m'arrive en Italie parce que j'ai aussi écrit quelques livres directement en italien, et j'ai écrit aussi une série de romans pour un éditeur italien, même si j'ai écrit en français. D'abord, c'était paru en italien et c'est paru en français ensemble. Je dois dire, j'ai eu plus de problèmes avec la maison d'édition française que la maison d'édition italienne, parce que j'étais plus en phase avec l'édition italienne que l'édition française, mais sans rentrer dans le détail, ça s'explique toujours. Il y a toujours plein de raisons pourquoi on change le titre, etc., etc. Et ça m'est arrivé aussi d'être vraiment associé à la traduction, l'adaptation d'un livre un peu particulier, parce que c'est un livre qui s'appelait en France L'Agenda du presque poète, qui est un livre d'activité autour de la poésie. Et donc, il a été adapté en américain, il a été adapté en chinois, mais là, j'ai pas du tout été associé. Alors, c'est vraiment des adaptations, parce qu'il y a plein de textes de référence. Et il y a plein d'activités. Alors pour la traduction chinoise, c'est pas vrai. J'ai été consulté par la traductrice parce qu'il y avait des activités qui étaient impossibles en chinois, tout simplement parce que la langue est trop différente. Donc par exemple, la notion de rime n'a pas de sens, et puis il y a que des monosyllabes. Donc bon. Et donc j'ai dû inventer des nouvelles activités pour cette édition qui est magnifique, même si elle est très différente de l'édition française. En revanche, pour l'édition italienne, j'ai vraiment collaboré avec la traductrice, qui est en plus une amie, que moi je traduis en français. Donc ça, c'était un bonheur exceptionnel. Mais c'est très rare. Hein. C'est très rare. Mais il arrive plein de choses complètement étonnantes. Hein. Voilà. J'ai traduit un livre du coréen, et j'en ai fait la version française et la version italienne sans connaître le coréen. Bon. Et voilà, parfois on nous demande aussi de travailler sur une traduction d'une langue qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire à partir d'une traduction littérale, une traduction faite, et puis on s'aperçoit que ça ne marche pas, qu'il faut une patte. Alors là, c'est un travail d'écrivain, une patte d'écrivain pour rendre le texte lisible, tout simplement. Donc il y a mille aventures, hein, et c'est ça qui est passionnant, parce qu'on est toujours dans l'humain. Alors on se trompe, parfois on fait aussi, on accepte des compromissions parfois, mais le but c'est quand même toujours de mettre à portée d'un jeune lecteur français qui a une culture très différente du lecteur du texte de la langue originale, hein, surtout quand il s'agit de jeunes lecteurs. Je dirais c'est surtout cette tranche d'âge des jeunes lecteurs autonomes, hein, les 6-10 ans. Il y a toute une série de questions à se poser, et il n'y a pas de bonne réponse générale. Voilà. Donc c'est sûr que lorsqu'on peut collaborer avec l'auteur, lorsqu'on peut collaborer avec la maison d'édition originale et avec la maison d'édition qui va publier le livre en français, c'est idéal, mais honnêtement, c'est plutôt exceptionnel. Merci. La semaine prochaine, un certain nombre d'entre nous seront à la foire du livre de Francfort, qui existe depuis bien longtemps, qui est le grand événement de rencontre entre les éditeurs internationaux. Comment est-ce que vous abordez les uns et les autres, les unes et les autres, ce moment international, Laura ? Angoisse et excitation.
La foire de Francfort, c'est le plus gros événement international autour du livre qui existe depuis... Ça fait combien de temps ? 70 ans ? C'est bien. Encore plus. Plus. Ça existe Ça depuis me le précède. 16e siècle. Voilà. 500 ans. Voilà, 500 ans, rien que ça. Donc on s'inscrit dans une continuité assez intimidante. La foire de Francfort, je n'ai pas les chiffres, Nicolas saurait mieux les dire que moi, c'est sa partie. C'est le moment où on fait, je vais résumer ça comme ça, c'est du speed dating dans un aéroport. Vous avez un carnet, nous aurons tous, toutes, je pense, des journées extrêmement remplies, où on voit des gens de l'international, donc pour moi ce sera des éditeurs d'Europe de l'Est, et on fait des rendez-vous d'une demi-heure, alors quand ils sont à l'heure, et à ce moment-là, pendant ce rendez-vous qui est un moment privilégié, on leur présente les nouveautés, ce qu'on pense être pertinent pour eux, que ce soit dans une continuité de collaboration, des gens qu'on a l'habitude de voir, qu'on connaît et pour lesquels on a déjà fait une présélection qui pourrait correspondre à leurs envies, à leur goût, à leur catalogue, ou au contraire, c'est l'occasion de rencontrer des nouveaux contacts, de tisser des liens. Et c'est un moment absolument incontournable et essentiel dans la profession. C'est vraiment à la fois un énorme travail de préparation, un travail de rencontre, de vraiment aller proposer des choses. Et je pense qu'on est tous plutôt prêts pour y aller. Presque. Je vois que la slide qui vous est présentée fait la part belle au stand de l'École des loisirs. Je vous félicite. Effectivement, les Français sont très présents à Francfort. Plus de 1500 mètres carrés d'espace de présentation des tables et des chaises pour faire ces rendez-vous. En quoi ces grands événements, on parle de la foire de Francfort parce que c'est la semaine prochaine, mais il y a aussi la foire de Bologne, bien connue pour les livres pour enfants. En quoi ces foires continuent d'être des temps essentiels alors qu'on a tous découvert les charmes et les inconvénients de la visioconférence ? Isabelle ? Oh, Nicolas. Indispensable. On ne peut pas compenser une rencontre réelle avec quelqu'un, surtout quand il s'agit de livres pour enfants, parce que vous avez des albums illustrés, des formats différents, des couleurs incroyables, qui ne passent pas du tout par les écrans, mais rien. Voilà, sans compter que si vous faites un rendez-vous en visio avec quelqu'un, vous ne voyez pas sa réaction. Vous voyez pas ce qu'il voit, il voit pas ce que vous... Enfin bon, bref, c'est un cauchemar. Hein. Ça se fait, hein, mais c'est moins bien. Et quand on est retourné après cette période Covid, où on était enfermés chacun dans nos pays, à pas pouvoir passer les frontières, à pas pouvoir organiser de salons, à annuler des salons, à les prévoir, puis les annuler au dernier moment, les premières foires, mais c'était une libération. Enfin, les gens étaient... Enfin, c'était vraiment des retrouvailles presque amicales. Il y avait des grosses émotions. On n'a pas beaucoup parlé de livres parfois. On a beaucoup parlé d'humain, de la vie. Mais c'était. Et du coup, je crois que quand tu parlais de tisser des liens, ça a vraiment, ça a été fort. Voilà. Moi, je me souviens être revenue en Italie après le Covid, assez vite en fait, je suis revenue en Italie et les gens, mais j'avais des gens en larmes, hein, vraiment, c'était un rendez-vous très très fatigant, très très fort, et des gens qui disaient mais tu es la première à revenir, j'avais l'impression de passer, d'avoir traversé la jungle et la savane. Et il faut dire que les Français sont revenus assez vite dans ces foires internationales. Il y a 2 ans, le stand français était le stand incontestablement le plus important de la foire avec les éditeurs allemands à Francfort, bien sûr. Laurence, qu'est-ce que représente une foire comme Francfort pour toi comme enjeu ? Est-ce que c'est l'occasion pour toi de voir tes partenaires réguliers principalement ou de découvrir de nouveaux éditeurs qui t'en font la demande ? Je dirais que Laura et Isabelle ont déjà tout dit. Effectivement, nous retrouvons des interlocuteurs et nous essayons d'en rencontrer de nouveaux. Depuis la période de pandémie, il est vrai qu'il y a tout de même moins d'interlocuteurs étrangers qui se rendent à ces festivals. Donc finalement, c'est presque plus difficile de rencontrer de nouveaux prospects. Là, on utilise notre jargon. Ça, de futurs
clients souhaités que ça ne l'était auparavant. Mais c'est un endroit, je dirais, c'est indispensable effectivement qu'on participe en présence à ces foires, à commencer par Francfort, et qu'on essaye encore et toujours de rencontrer de nouveaux interlocuteurs. Alors, il y a peut-être une spécificité qui vaut la peine d'être mentionnée pour le marché français, c'est que les unes et les autres, enfin je le dis au féminin parce que c'est une profession très essentiellement féminine, vous discutez beaucoup ensemble, vous partagez beaucoup d'informations ensemble, pas forcément des informations sur les avaloirs et des données économiques, mais vous partagez beaucoup d'informations. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot justement sur cette organisation, pas simplement le fait que beaucoup de marques soient rassemblées sous une bannière commune, un stand collectif à l'étranger, mais la manière dont au quotidien, pas forcément au quotidien, mais très fréquemment avec vos consoeurs, vous échangez des informations. Je crois que le BIEF, le SNE ont fait beaucoup pour tisser ces liens entre nous, parce que concrètement sur une foire, on n'a pas le temps de se voir. On est toujours avec nos clients, donc voilà. Alors sur un stand collectif comme le BIEF, on se croise pour prendre notre petit café, mais c'est vrai qu'il y a une... Moi j'avais été étonnée Alors plus le groupe est petit, par exemple en BD, quand on a débuté avec Rue de Sèvres, on s'est rendu compte que le groupe des chargés de droit BD était très soudé et qu'il y avait une vraie entraide. Alors le groupe jeunesse est beaucoup plus grand, donc... Voilà, forcément, ça crée des petits groupes qui s'entraident, mais pas sur... Mais je pense que c'est grâce aux institutions en France que ça se fait bien. Et puis après, oui, c'est... Alors, on a parlé très rapidement des foires internationales. Il y en a de nombreuses qui scandent l'année. De quelle manière vous profitez d'autres types d'événements organisés, des rencontres en France, à l'étranger? Qu'est-ce que vous en attendez? Comment vous voyez ces événements créés, notamment par le BIEF, mais quelquefois par d'autres aussi? Pareil, essentiel. En fait, on disait tout à l'heure que c'était essentiel de rencontrer les gens et de transmettre, passer nos livres, les raconter face à face. Et alors, il y a ces deux grosses foires incontournables qui sont Francfort et Bologne. Pour la BD, il y a Angoulême, qui se passe en France, où les éditeurs étrangers sont assez vaillants d'arriver jusqu'à ce lieu. Et puis après, il y a une multitude qu'on détermine ensemble dans nos maisons d'édition avec nos équipes et notre direction pour savoir là où on va mettre l'accent sur l'année à venir. Là encore, on recroise avec les destinations qui sont choisies par le BIEF sur l'année. Il y a aussi en concertation des événements, des rencontres dédiées à la jeunesse qui sont organisées dans des pays. Cette année, il y avait New York. Alors, c'était pas uniquement jeunesse d'ailleurs. Multisegment. C'était multisegment pour cette année. Est-ce que vous, en dehors des foires, vous avez la possibilité d'aller démarcher de nouveaux éditeurs à l'étranger? Comment est-ce que vous vous y prenez pratiquement? Alors, comme le disait Isabelle, on discute d'un certain nombre d'éléments stratégiques avec nos directions respectives. Et effectivement, en plus des grands salons internationaux et des rencontres organisées par segment par le BIEF, on peut déterminer d'aller rencontrer nos clients, d'aller passer 2, 3, 4 jours en fonction des destinations, d'aller spécifiquement rencontrer certains interlocuteurs. Et là, c'est chaque maison, chaque service de droit qui s'organise, entre guillemets, en solo et qui, plutôt que de bénéficier d'une organisation collective ou d'une foire qui va rassembler de multiples interlocuteurs, va faire de l'ultra qualitatif en passant effectivement, en n'ayant finalement que 3 ou 4 rendez-vous par jour. Francfort, on peut avoir entre 16 et 20 rendez-vous par jour. Là, c'est effectivement pour dire qu'on ne fait pas du tout la même chose en speed dating dans un aéroport qu'en allant rencontrer nos interlocuteurs étrangers chez eux, dans leurs murs, en rencontrant effectivement l'éditeur en charge de la jeunesse. Mais quand on parle de la jeunesse, il y a plusieurs segments en jeunesse. On peut parler effectivement des ouvrages pour les 3-5 ans, on peut parler de documentaires, on peut parler d'illustrés. Donc, plusieurs éditeurs doivent être rencontrés ou convaincus. Et dans ces moments-là, c'est l'ultra qualitatif et des voyages donc spécifiques qui nous permettent de faire ceci.
Si je peux rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux, Isabelle et Laurence. Bon, moi, en tant qu'agent, on attend de moi, surtout en étant spécialisée sur des territoires, d'aller vraiment de manière très ciblée, savoir, connaître, maîtriser ces marchés. Donc moi, j'initie, parce que j'ai une souplesse où je décide moi-même de ce que je fais, puisque je dirige ma propre agence. Je m'associe aux grands événements internationaux, mais je décide aussi chaque année d'aller spécifiquement sur des marchés. Et là, juste après Francfort, il y aura la foire de Belgrade, puisque le BIAF y a une présence et que la France y est invitée d'honneur. Donc ça donne un coup de projecteur qui est assez intéressant parce qu'il y a l'aspect institutionnel qui permet de dire, voilà, la France invitée d'honneur, ça met en avant la production, les catalogues. Et après, ce que disait Laurence sur le fait de décider d'aller faire des voyages ciblés, c'est extrêmement apprécié par les éditeurs étrangers, d'aller à leur rencontre, les voir dans leur bureau, et ne serait-ce que comprendre la manière dont ils sont structurés, d'un point de vue hiérarchique, dans quel type de bâtiment ils travaillent, comment leurs bureaux sont organisés, voir leur production sur place, aller sur un salon local. Beaucoup d'éditeurs étrangers me disent oui, mais ça n'est pas un salon professionnel, mais je trouve qu'on y trouve une richesse d'informations où on voit le public, on voit la manière dont un enfant va attraper un livre sur un stand, par quoi il va être attiré, et c'est extrêmement précieux. Et moi, quand je travaille avec mes clients éditeurs français, je suis aussi là dans la communication, ce que disait Nicolas, comment on échange, pour faire aussi remonter des choses concrètes sur le terrain, qui peuvent ensuite être bénéfiques à la stratégie, soit dans la création de nouveaux projets, soit pour adapter un petit peu la production, pour la rendre plus internationale, ou en tout cas être à l'écoute. Et c'est sur ça qu'on travaille tous ensemble. Et c'est vrai qu'on est dans un échange d'informations entre métiers, puisque l'objectif, c'est toujours d'optimiser la visibilité des livres et des noms et des auteurs à l'étranger. Je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse. On a beaucoup parlé de livres papier et on y est tous très attachés. Je voudrais savoir comment vous travaillez à l'international sur les autres questions de droit audiovisuel. Le livre audio commence à prendre pas mal d'ampleur en France, on le mesure. Comment est-ce que vous cédez ces droits auprès de partenaires internationaux? Quelles sont les occasions de rencontres avec eux? Qui veut commencer? Je me lance. Je dirais qu'effectivement, pour le format audio, et je distingue bien effectivement, non pas l'audiovisuel d'un point de vue cinématographique et télévisuel, mais la partie audio format sonore, la plupart du temps, dans 80% des cas, ce sont des droits qui sont demandés par l'éditeur qui va publier l'ouvrage au format papier. Et donc si réellement il va les exploiter par lui-même ou les concéder à un tiers qui est un acteur en son pays, on peut accepter de lui vendre ses droits pour que justement il puisse bénéficier, il ait les retombées entre guillemets des recettes de son travail. Effectivement, Bernard tout à l'heure parlait de la traduction. L'idéal, c'est bien que ce soit la traduction qui soit faite pour l'édition papier en ce pays, qui soit également utilisée pour la version sonore. Dans d'autres cas, extrêmement rares, les droits peuvent ne pas être cédés dans une langue, et effectivement, on peut avoir une demande de certains acteurs, et là on parle plus de plateformes sonores qui veulent faire ce qu'on appelle justement de l'audiodrama, et donc là on est sur une adaptation de l'œuvre d'origine pour qu'elle devienne... il fut un temps, on parlait de pièces radiophoniques, aujourd'hui on parle donc d'audiodrama, mais que ce soit théâtralisé. Et donc là, on va avoir des accords spécifiques avec cet interlocuteur tiers. Mais c'est beaucoup plus rare. Et donc là, on fait un contrat spécifique. L'idée aujourd'hui est plus de parler de la prospection que de rentrer dans les arcanes de négociations commerciales et contractuelles. Mais effectivement, c'est beaucoup plus rare. Oui, il faut rappeler quand même que par exemple, la vente du livre audio est très, très, très variable d'un pays à l'autre. On sait que dans les pays du Nord de culture protestante, écouter un texte est une forme de lecture, une forme de lecture littéraire qui est à égale légitimité que la lecture seule. Et dans les catalogues allemands, on voit tout de suite, d'ailleurs, il y a beaucoup de livres qui paraissent simultanément sous les deux formes, qu'il y a encore cette tradition de la pièce radiophonique qui est encore beaucoup plus développée dans ces pays. Et d'autres, c'est encore au départ. Les différences sont
énorme. Et là, c'est vraiment important de comprendre qu'on ne lit pas de la même façon, encore une fois, d'un pays à un autre, que les catégories ne sont pas les mêmes. Les catégories, par exemple, première lecture, sont très différentes en France et en Allemagne, ce qui fait qu'on traduit très très peu de première lecture traduite de l'allemande et vice-versa, tout simplement parce que les formats ne sont pas les mêmes, les modes de narration ne sont pas les mêmes. Mais tout évolue, voilà. Mais tout évolue dans les pays. Puis il y a des choses vraiment étonnantes. Par exemple, pour l'instant, il y a un boom de la poésie en Italie. Ils produisent 4 fois plus de livres de poésie que les Français, poésie jeunesse, et ils en traduisent. Ils en traduisent, ce qui en France est rarissime. On traduit un peu de poésie pour adultes, mais traduction de poésie pour la jeunesse, aujourd'hui, c'est très très rare. Bernard, je voudrais vous poser une question. Vous y avez fait un tout petit peu allusion dans votre première intervention. C'est le rôle des traducteurs en tant qu'apporteurs de projets auprès d'éditeurs internationaux. Vous l'avez fait. Oui, je le fais encore, oui. De temps en temps, on discute avec des traducteurs. Il y a quelques jours, le BF a tenu un premier programme, un fellowship de traducteurs traduisant du français vers une langue étrangère et habitant à l'étranger. Est-ce que vous pensez que tous les traducteurs sont à l'aise avec cette idée d'apporter des projets et de participer évidemment à ce qu'une œuvre voyage, mais soit aussi en quelque sorte un rouage de cette mécanique commerciale visant à vendre à un éditeur étranger? Comme je disais tout à l'heure, ça dépend des langues. Je veux dire, on peut être traducteur à plein temps de l'anglais. Pour les autres langues, c'est rarissime. C'est rarissime. Je veux dire, la majorité des traducteurs des autres langues de l'anglais ont un autre métier. Je veux dire, principalement enseignants et principalement enseignants du supérieur. Et puis, pour beaucoup de langues, je veux dire, l'éditeur, il a besoin d'un formateur. Il a besoin d'un formateur parce que il va y avoir personne dans la maison d'édition qui parle le norvégien, qui parle le russe, qui parle le coréen, etc. Donc il y a des liens qui se créent. Je cite un exemple. Thierry Magnier a traduit beaucoup du suédois, et c'est lié à une traductrice. Et une traductrice qui fait, j'allais dire, qui a 2 casquettes. Elle est informatrice, donc on peut dire c'est un rôle d'éditeur, et elle est traductrice. Il y a une maison d'édition en jeunesse qui a un très large catalogue, très varié en traduction, c'est La Joie de lire à Genève, parce qu'il faut savoir qu'on traduit beaucoup moins de langues en littérature pour la jeunesse que en littérature pour adultes. Et donc j'aurais demandé mais comment vous faites? C'est parce que elle s'est créée un réseau d'informateurs. Donc elle a son informateur du portugais qui est aussi son traducteur du portugais. Françoise Boucher parle quelques langues, l'allemand, l'anglais, l'italien, mais ça lui suffit pas puisqu'elle a traduit du hongrois, du grec, etc. Donc ce rôle est indispensable. Il pourrait être, ce rôle d'informateur, il pourrait être développé peut-être au niveau international et en particulier au niveau européen. Moi, je plaide pour qu'il y ait vraiment un soutien plus marqué de la Commission européenne pour les traductions, en particulier en littérature pour la jeunesse, parce que c'est important de vivre avec des références communes. Donc il y a des projets, il y a quelques programmes, mais c'est encore loin de faire l'affaire. Et puis c'est très compliqué à monter en réalité. Bernard, vous parlez d'informateur, c'est un mot un peu bizarre, mais celui que je vais utiliser est encore peut-être plus bizarre. Les agents et les informateurs. Voilà, les scouts. On dirait scout, mais on n'est pas employé pour ça. Il faut savoir aussi que très souvent on n'est pas rémunéré pour ça. Je veux dire,
On n'est pas rémunéré parce qu'on apporte un livre. La seule rémunération qu'on peut avoir, c'est de traduire, hein, je veux dire. Mais on le fait aussi par enthousiasme. Ça m'est arrivé j'ai dit, entre guillemets, de placer des livres que j'ai pas traduits, mais parce que j'y croyais, tout simplement. On se dit, c'est trop bien et il faut que les Français le lisent. Voilà. Alors toujours en essayant de brosser ce tableau de tous ceux qui participent au développement du livre français à l'international, il faut peut-être mentionner le rôle des institutions, des institutionnels que sont notamment le CNL, le Centre national du livre, qui est l'opérateur du ministère de la Culture et qui a différents programmes qui vous intéressent, qui nous intéressent, puisque le CNL a un programme d'intraduction, c'est-à-dire de traduction d'une langue étrangère vers le français et d'extraduction du français vers une langue étrangère. Comment est-ce que pratiquement ça se passe quand un éditeur étranger veut faire l'acquisition de droits d'un titre et qu'il souhaite bénéficier d'un programme de soutien comme celui qui existe au CNL, mais qui existe aussi à l'Institut français à Paris, voire dans certains postes à l'étranger où il y a des programmes d'aide à la publication. Est-ce qu'il se rapproche de vous, responsable de droit ou agent d'éditeur, et vous demande la marche à suivre ? Alors je vais répondre en premier parce qu'en tant qu'agent, je suis le garde-fou pour que tout se passe bien. La première question qu'il faut poser à un éditeur qui souhaite faire appel à une subvention, c'est va-t-il ou non payer le projet s'il n'obtient pas de subvention ? Parce que trop souvent, alors c'est peut-être un stéréotype Europe de l'Est, mais il peut y avoir des éditeurs qui reposent vraiment uniquement sur la subvention pour faire aboutir le projet. Moi, je suis là pour éviter que ça se passe parce que ça crée beaucoup de confusion. Imaginez, on annonce à un auteur, une autrice, un illustrateur, une illustratrice qui va être traduit en hongrois. Et puis finalement, la subvention CNL ou Institut français n'aboutit pas et le projet est annulé. C'est une frustration monumentale pour les auteurs. Donc la première chose, pour répondre à la première partie de ta question, Nicolas, c'est déjà de s'assurer du sérieux de l'éditeur. Ensuite, et je laisserai Isabelle et Laurence en parler, et peut-être Bernard, on négocie d'abord les droits. Et ensuite, c'est à eux de faire la démarche, de préparer les dossiers. Alors, ce sont des dossiers assez conséquents à composer. Souvent, les dates butoirs ne sont absolument pas en adéquation avec le rythme de nos activités. Par exemple, en été, c'est le 14 juillet, la date butoir. C'est assez cocasse. Ou le 31 décembre, je crois. Donc, déjà, c'est s'assurer du sérieux. Et ensuite, on a quand même la chance en France d'avoir des outils institutionnels qui sont vraiment là pour accompagner et porter les projets. Et en tant qu'intervenant professionnel à l'international, on est aussi là. Moi, je répète souvent aux éditeurs d'Europe de l'Est que ces dispositifs existent parce qu'ils ne les connaissent pas forcément. Maintenant, il y a en plus une page en anglais sur le site du CNL. Ils ont leurs instituts français locaux qui peuvent intervenir. Moi, je travaille assez étroitement avec les chargés du livre sur place parce que, encore une fois, on est là pour être dans le dialogue et l'échange et pour leur montrer toute la caisse à outils qui est disponible pour qu'ils puissent faire aboutir les projets parce que, bien sûr, l'économie est parfois fragile et pour porter un projet, notamment si c'est un projet un peu risqué, un peu onéreux, s'il y a un livre à forte pagination, par exemple, la traduction, si un éditeur est bien professionnel et qu'il souhaite correctement rémunérer son traducteur, ce qu'on souhaite, c'est bien s'il peut s'appuyer sur un soutien institutionnel. L'Institut français, c'est l'établissement public qui a la double tutelle du ministère de la Culture et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On le voit là, a des programmes financiers qui peuvent aider à la concrétisation quand même d'un contrat. Il a également comme rôle, ou les attachés livres ont comme rôle d'aider à la promotion des ouvrages et notamment à la venue d'auteurs à l'étranger. Est-ce que ça a une importance pour l'édition jeunesse en particulier? Est-ce que c'est important? Ça rassemble beaucoup d'auteurs de vos maisons d'édition? Alors, j'ai pas de chiffres, mais oui, très régulièrement, il y a des invitations qui sont faites et qui aident les éditeurs locaux à les inviter, parce que c'est un coût pour eux assez important souvent, et du coup, ça les aide à inviter l'auteur dans leur pays, à faire la promotion du livre quand il sort.
Donc ça, c'est un point important. Peut-être préciser aussi que ces aides, donc il existe aussi une aide du CNL qui là est gérée par nous. C'est un petit peu plus contraignant parce que toutes ces pages de dossier, c'est nous. Et là, les dates sont pires, Laura, c'est le 2 novembre, par exemple. Ah oui. Tu vois. Juste après Francfort. Mais toutes ces institutions nous aident beaucoup. Et on rencontre très souvent les chargés de droit. Alors, quand ils viennent en France, les chargés du livre des instituts français, on les rencontre, on tisse des liens avec eux. Souvent, on les suit selon leurs affectations, parce qu'ils peuvent voyager aussi pas mal. Voilà, ça c'est des choses importantes qui existent dans très peu de pays, très peu. On est vraiment privilégiés en France. Il y a les Pays-Bas qui ont un fonds de littérature qui est très actif. Très actif, oui. Très actif même. Oui. Il y a un peu l'Institut qui va au-delà de la simple subvention, qui va... Oui, qui a presque un rôle d'informateur, ouais. De SCAD, vraiment de commercial presque. Tout à fait. Il y a quelques pays qui sont quand même bien organisés, l'Allemagne avec le Börsenverein, la Norvège aussi, puis un certain nombre de pays qui, à l'instar de ce qu'ils font pour d'autres industries culturelles, sont assez puissants à l'étranger. Je pense à la Corée du Sud. La K-pop, ce n'est pas que la musique, c'est aussi un mouvement assez fort du livre coréen à l'international. Donc il y a quelques pays comme ça, mais c'est vrai qu'en France, réjouissons-nous de ces mécanismes de soutien qui existent. Dans ce passage en revue des différents acteurs du livre français à l'international, je voudrais ne pas oublier les libraires. Puisque on a la chance d'avoir une centaine de librairies françaises à l'étranger qui sont un peu la tête de pont de la visibilité du livre en français et aussi dans ces éditions locales à l'étranger. Et ces librairies françaises à l'étranger qui bénéficient aussi du soutien des pouvoirs publics, puisque au Centre national du livre, il y a un programme qui est particulièrement dédié à la professionnalisation des équipes dans ces points de vente-là, et le cas échéant peut leur venir en aide. Je prends comme exemple les années Covid où l'ensemble des acteurs de l'édition française ont eu à leur disposition des mécanismes de soutien. Évidemment, les librairies françaises à l'étranger, étant par nature à l'étranger, n'ont pas pu bénéficier de ces programmes, et le Centre national du livre est venu pour un certain nombre de ces points de vente là à leur rescousse, et ce sont des lieux où les auteurs français se déplacent et viennent rencontrer leur public pour signer des livres en français ou des livres dans les éditions locales, et c'est évidemment important. Bernard, vous... Je voudrais juste citer aussi un réseau auquel on ne pense pas, mais qui est très actif, et c'est très important, c'est les professeurs de français langue étrangère. Parce que, alors ça dépend des pays, mais il y a des pays où on utilise beaucoup la littérature de jeunesse comme support d'apprentissage, j'allais dire à la fois linguistique et culturel. Et je peux rencontrer des enseignants allemands ou italiens qui connaissent très très bien la littérature pour la jeunesse. Et alors d'une part, ils assurent la vente des livres. Je veux dire, à Francfort, il y a quand le bureau du livre de jeunesse a été fermé, on avait un fonds de littérature de jeunesse important, et c'est des enseignants qui l'ont récupéré. Donc, il y a une bibliothèque française de littérature pour la jeunesse à Francfort qui est beaucoup utilisée par les enseignants, qui continuent les acquisitions, qui organisent aussi toute une série de manifestations, des invitations d'auteurs, le prix des lycéens allemands, qui existe depuis une quinzaine d'années. Et donc, c'est des jeunes lycéens allemands qui lisent des romans pour adolescents. Et puis, il y a une présélection et le prix est décerné lors de la foire de Leipzig. Et il y a plein d'initiatives comme ça. Il y a des ateliers de traduction. Moi, j'ai 3 livres qui ont été traduits par des lycéens ou des étudiants dans le cadre d'ateliers de traduction et qui ont été publiés en Italie, en Slovénie et au Chili. Donc, je pense que c'est des gens à informer
à ne pas oublier, parce que ils sont des acteurs, j'allais dire, ils préparent le public et ils peuvent préparer et aboutir aussi à des contrats d'édition. Voilà, donc le livre est lu aussi en français. Et autre chose, je tiens à le souligner, je le dis à chaque fois, des auteurs français sont beaucoup invités à l'étranger, alors que nous n'invitons pratiquement pas d'auteurs étrangers dans les salons des livres pour la jeunesse. On invite beaucoup d'auteurs pour adultes, mais voilà, on invite que ceux qui habitent en France et qui parlent français, Béatrice Alemania et les gens comme ça, et c'est quand même pas normal. Hein, voilà. Donc moi, je rencontre des auteurs du monde entier, mais à l'étranger. Laura, tu voulais rajouter? Ce que dit Bernard me fait juste rebondir sur une sous-catégorie qu'on n'a pas abordée, mais dont j'ai déjà eu le cas, d'éditeurs d'ouvrages plutôt scolaires qui souhaitent faire des éditions bilingues. J'ai eu le cas en Roumanie, où un éditeur était très intéressé par une série de livres première lecture et a souhaité en faire une traduction française, mais bilingue aussi. Donc il y a aussi cet aspect-là. Et c'est vrai qu'il y a les éditeurs classiques, mais il y a aussi pour la jeunesse parfois des débouchés auprès des éditeurs plus scolaires ou académiques. Et il ne faut pas négliger ces canaux-là, parce que pour la jeunesse, c'est assez important aussi. Oui, ça se développe dans plusieurs pays, y compris en France d'ailleurs. Hein. Peut-être on peut commencer la conclusion en faisant un petit tour du monde des pays avec lesquels vous entretenez les rapports les plus privilégiés, ou en tout cas les pays avec lesquels vous concluez peut-être le plus de contrats. Peut-être dire à notre auditoire que le premier pays acheteur de droits de livres jeunesse dans le monde reste les Chinois, ce qui peut surprendre peut-être pour beaucoup de personnes qui ne sont pas dans ces métiers-là. Malgré tout, avec des éditeurs qui cherchent des livres d'apprentissage, plutôt des livres d'apprentissage que de littérature de l'imaginaire, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'écueils, on en a parlé un peu rapidement, des questions de censure qui existent à l'étranger, évidemment en Chine, puisqu'il est impossible de parler de violence, de rébellion contre l'ordre établi, de politique et naturellement de sexe. Donc ça élimine quand même un certain nombre de sujets. Et pour autant, les Chinois sont les premiers acheteurs de titres jeunesse dans le monde. Et puis après, principalement des éditeurs de proche Europe, Italie, Espagne, Allemagne, mais de nombreux pays sont très attentifs à la production française. Je pense à la Turquie, à la Grèce, à d'autres pays auxquels on pense peut-être moins spontanément. Est-ce que vous voyez très rapidement, parce qu'on est vraiment en conclusion de cette table ronde, des évolutions récentes dans certains pays où vous vous dites « Ah ben tiens, il se passe autre chose qu'en France, où la production locale et les politiques éditoriales sont un peu différentes de ce qui se passe en France. Vous voyez des mouvements comme on en voit sur les documents, les essais sur le féminisme, l'écologie. Est-ce que vous voyez dans la jeunesse des mouvements éditoriaux à l'étranger qui méritent d'être soulignés ? Ça vous plonge dans un abîme de perplexité. Oui, là, tu nous poses... Ou alors, à l'inverse, qu'est-ce qui est particulièrement recherché en France ? J'imagine que ce sera plus facile pour vous. Non, mais je crois que ça suit l'évolution du monde actuel. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes choses en littérature jeunesse qu'en littérature adulte ou dans les autres domaines, en fait. On a ce mouvement... MeToo qui va impacter, tous les mouvements qu'on connaît. L'angle féministe, l'écologie, clairement, mais tu les as déjà mentionnés. Les genres, tout ça, c'est vraiment... c'est Bernard qui disait au début, c'est le reflet de notre société, la littérature jeunesse et notre culture. Mais en fait, oui, partout. Ça se confirme toujours. Actuellement, il y a... C'est vraiment, on peut dire mondial, hein, je veux dire, une espèce de mouvement réactionnaire qui fait que des livres qui n'étaient absolument pas problématiques dans les années 90-2000 sont problématiques aujourd'hui. Je veux dire, les mêmes livres.
Je veux dire, voilà, moi j'ai des problèmes sur des livres qui ont 30 ans, quoi. Là, on voit, Voilà. Et donc, oui, par exemple ça. Donc ça, c'est un phénomène général qui est pas si nouveau que ça. Hein. Je me souviens d'une recherche de Defourny qui a montré que ça commence dès les années 2000. Et on le voit dans de nombreux pays. On voit bien la progression des mouvements d'extrême droite. Hein. Les élections hier en Allemagne, c'est une catastrophe. Les Italiens, voilà, même les pays du Nord. Et énormément de conflits sont liés à la littérature pour la jeunesse. On le voit aux États-Unis. Un prof qui a été exclu parce qu'il a fait lire Anne Frank, enfin une version bande dessinée d'Anne Frank. C'est un exemple parmi d'autres. Alors, et il y a d'autres pays qui sont complètement fermés pour ça. Donc ça, c'est un phénomène. Il y a un autre phénomène aussi, c'est quand même la diversité des pratiques de lecture, la diversification des pratiques de lecture. Je ne sais pas du tout. Je vous interroge. Je le vois moi déjà en France, mais je le vois aussi en Italie, les pays où je rencontre le plus d'adolescents. Par exemple, toutes les lectures sur portable, hein, que ce soit les lectures de bande dessinée, que ce soit les lectures de, comme ils appellent ça, les chroniques, etc. Enfin, des formes nouvelles qui sont à la fois, qui touchent à la fois la diffusion, c'est-à-dire l'édition. C'est des éditions au départ presque clandestines. Après, c'est récupéré par l'édition papier, etc. Mais donc, il y a des lectures qui se diffusent d'autres manières et ça complique la question des droits. À partir de quel moment tout ça va être régularisé? Je ne sais pas comment vous faites là. C'est des nouveaux défis qui vous sont posés, non? Je confirme. Nouveau défi. Sans compter le piratage pur et dur qui est assez... c'est un sport national dans certains pays comme en Russie. Donc la question que posait Nicolas sur les différents pays avec lesquels on travaille, moi je travaille beaucoup avec la Russie dans un contexte particulièrement compliqué. Et il y a effectivement des sujets, des thématiques qui sont interdits. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup discuter et les éditeurs essayent de contourner, de s'adapter, de beaucoup poursuivre l'édition malgré tout ça. Après, il y a des choses, ils ne pourront pas les publier. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être dans cette discussion entre professionnels où il y a une envie de faire aboutir les projets malgré ces écueils, malgré des choses. Voilà, on peut être étonné que la Chine soit le premier acheteur, alors que ce n'est pas le pays le plus démocratique. Et malgré tout, les livres existent et c'est quand même assez formidable de se dire qu'en dépit de décisions idéologiques ou politiques, on a des petits lecteurs qui vont découvrir des choses, qui vont les accompagner. Et on est un peu des ambassadeurs de ça, au-delà de problématiques qui sont purement politiques. C'est vrai, par exemple, quand il y avait encore l'Allemagne de l'Est, moi j'étais très étonné de voir que la littérature pour la jeunesse était beaucoup plus libre que la littérature pour adultes. Probablement parce qu'on se disait, bof, etc. Et je me souviens d'avoir traduit un livre qui finalement n'a pas été publié parce que entre-temps le mur s'était écoulé et qui parlait de réalité sociale, de réalité du travail d'une manière extrêmement contestataire, qui aurait été impossible dans la littérature pour adultes. Et il y avait des très très bons écrivains qui se réfugiaient, j'allais dire, dans la littérature pour la jeunesse. Donc il y avait une littérature de jeunesse d'une qualité incroyable, surtout au niveau du roman. Alors je ne sais pas, peut-être que ça existe aussi dans certains pays. Merci Bernard. En guise de conclusion, puisqu'on y est maintenant, il faut se réjouir de cet incroyable succès du livre français à l'international et du livre jeunesse à l'international, qui tient évidemment au talent des auteurs et des illustrateurs, mais aussi à celui des éditeurs et à vous, responsables de droit, agents d'éditeurs qui êtes aux avant-postes
pour défendre cette production française à l'étranger, et on l'a vu avec beaucoup de succès. J'espère que ça fera naître éventuellement quelques vocations dans le public, ou que des formations aborderont peut-être un peu plus complètement qu'aujourd'hui ces questions qui sont essentielles dans l'économie du livre et dans ces livres qui voyagent à l'international. Je vous remercie beaucoup pour votre attention ce matin, et peut-être je vois des doigts qui se lèvent, ça veut dire qu'on n'a pas parlé de tout. Je voulais juste vous dire, vous avez commis un réseau important d'expansion de la culture française à l'étranger, qui est le réseau des quelques 150 lycées français de l'étranger. Vous avez raison, absolument. Des lycées français qui font lire, merci monsieur, qui font lire les étudiants, les élèves, et qui, notamment grâce au rôle des librairies françaises à l'étranger, permettent de mettre entre les mains des enfants des livres français. Et merci d'avoir rappelé l'importance de ce réseau, absolument. Merci à toutes et à tous. Merci à tous pour cette plongée dans vos métiers et ces retours d'expérience. Une pause de 10 minutes s'ouvre maintenant. Je vous rappelle que durant cette pause, Bernard, s'il n'a pas de train, vous ne repartez pas tout de suite, dédicacera son dernier ouvrage. Et on vous présente nos excuses parce qu'un petit problème technique nous a empêché de profiter des dessins de Jean-Yves durant la première partie de la matinée. Voilà, à tout à l'heure, 10 minutes. Merci.